Ok. J'ai fait plusieurs tests de micro, puis j'ai semblerait peut-être un bug, mais on va voir ce que ça va donner. Sinon, je la reprendrai. C'est plutôt rare que j'ai fait ça présentement, d'avoir repris des vidéos. Je les ai toujours faites sans trop de retouches. On va aller sur retirer ces implants-là. Dans la suite des choses. Et dans la partie 4, on s'est avancé, je pourrais dire, pas mal à jour. Puis dans les choses que je vous ai montrées de la vidéo précédente, là, je vais vous montrer un peu qu'est-ce que ça donne dans une pratique un peu plus complète. Parce que je suis parti. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il me semblait que c'était une feuille blanche. Ah, it's it. Je l'ai trouvé. Ok. J'ai sorti des noms. Et je vais vous montrer comment que je place les choses. Là, le papier il est assez magané. Mais ça ressemble à ça. J'ai sorti dans une période, à un moment donné, d'une personne chez nous à la maison, tous ces noms-là, comme ça. Et dans ça, j'ai sorti les noms principaux directement reliés à la personne. Ils étaient 1, 2, 3, 4, 5, et je crois qu'il y en avait un sixième. Et à toutes ces 6-là, il y en avait plusieurs de rattachés. J'ai pratiquement une trentaine de noms d'entités. Par la suite, j'avais beaucoup de sacrificateurs dans ça. J'ai fait un autre rang à côté. L'autre rang à côté est près coupé de moitié. Et j'ai un autre rang à côté qui sont les sacrificateurs secondaires. Et j'ai recréé un autre rangée. Donc, je fais passer chaque entité coup après coup. Et j'ai reparti avec cette suite pour la ramener sur une autre feuille, pour la poursuivre et pour me rendre à peu près 7e rang. Ça, c'est une suite de sacrificateurs. Et il y a beaucoup de noms dans ça de sacrificateurs qui ont des problématiques de... Je partais pour dire sépulture, mais c'est pas le cas. C'est vraiment, ça fait partie de ça, là. C'est de transplantation. Quand on retrouve pas des morceaux au niveau des sépultures, ils peuvent être greffés, donc il faut se rendre à l'être sur lequel ils sont greffés. Et ça nous amène à un certain sommet monnaie qu'on atteint, puis qu'on plafonne. Là, aujourd'hui, en général, je pars les vidéos avec l'actualité. Puis comme je suis rendu pas mal à jour présentement, l'actualité devient la présentation actuelle.
on va vraiment se placer dans le contexte. Puis, pour moi, cette vidéo-là va être plus lumineuse parce qu'on va parler d'un potentiel de libération et de... C'est plus lumineux, plus on va parler plus de possibilités en dehors de ce mécanisme-là. Parce que avec les dernières vidéos que j'ai vues, qui ont été présentées, j'ai eu à me creuser la tête et vraiment approfondir suite à une vidéo que j'ai vue avec Iso Sinclair, qui se trouve à être conscience supramentale. Je tiens à la remercier d'ailleurs pour la vidéo qu'elle a faite et pour sa façon de faire les choses, peut-être. La critique est toujours constructive. Puis ça m'amène à parler de l'ajusteur de pensée. Puis c'est quelque chose qui est assez important. Je dirais même que c'est majeur. Majeur dans mes observations. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de majeur. Parce que dans la vidéo que j'ai faite de l'hyperconscience, je vais toucher à une structure de notre être qui est dans la création. C'est comme un outil de création, l'outil du créateur. Et au niveau de l'ajusteur de pensée, j'ai découvert un nouvel outil du créateur, comme si le créateur aurait laissé tous ces outils en place pour qu'on reprenne le travail. Comme si tous les outils seraient sur la table. C'est juste qu'on ne connaît pas les mécanismes. Et l'ajusteur de pensée est un outil vraiment spécial. Alors, je rentre dans le vif du sujet. Je pense que je voulais pas nécessairement commencer par ça, mais étant donné que ça a glissé de même, on y va. L'ajusteur de pensée. L'ajusteur de pensée, pour moi, c'était au départ, quand j'écoutais Iso, c'était à la limite une entité extérieure ou peut-être ce qui est appelé l'ange gardien ou les intervenants extérieurs de toutes les entités qui peuvent interagir avec nous, qui viennent créer notre pensée. Puis au final, je me suis rendu compte que on parle de l'ajusteur de pensée, mais on parle comme d'une porte. Il y a dans tous les aspects qui pourraient être l'apparence de l'ajusteur de pensée une dynamique qui s'applique à toutes les facettes de l'observation, c'est-à-dire une porte, un passage, un prisme à multiples facettes, mais malléable, modifiable. C'est comme si le prisme serait modifiable. Parce que dans la dernière vidéo de Iso, supraconscience vibratoire, elle parle vraiment de l'état ou de sa relation avec l'ajusteur de pensée. Et c'est une chose avec laquelle je suis en parfait accord parce que j'ai déjà été dans cette situation-là. J'ai déjà été dans cette façon de faire-là.
Puis je me suis demandé pourquoi je ne l'étais plus. Pourquoi c'était plus pareil? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça soit plus pareil? Alors, j'ai pris du recul et j'ai observé ma façon de travailler avec cet objet-là, ce pivot-là, cette structure que j'avais de la difficulté à définir jusqu'à temps que je la définisse comme un outil de base de la pensée. Ce serait aussi le même outil pour les télépathes. C'est comme la porte d'entrée puis la porte de sortie de l'esprit. Puis moi, je me sers de cette partie-là présentement à peu près toutes les sauces. Autant pour recevoir l'information, d'énergie autour de moi, ou aussi de ce qui est appelé aussi l'ange gardien, ou en parenthèse, quand je parle de l'ange gardien, je vais y aller dans la philosophie des Esséniens, qui est aussi, pour moi, notre être éthérique, notre part angélique, notre corps d'énergie éthérique conséquente à notre être, nos actions dans le présent et pour tout ce qu'il a été avant. Donc, cette énergie-là, on est en lien direct par ce passage-là, par ce prisme-là. Je ne sais pas si on peut l'appeler la pierre philosophale, mais c'est un portail. Puis c'est le siège de la santé mentale. Puis c'est très particulier parce que c'est une grande fragilité. On ne joue pas avec ça pour le fun, pas en tout, parce que pour moi, c'est dangereux de fucker quelqu'un. C'est dangereux de troubler, de bouleverser une personne. Il faut vraiment que la personne y aille par son feeling, par ses observations personnelles. Puis pour moi, ça a été relativement difficile de sortir de cette zone-là, puis de revenir dans ma façon de voir les choses, puis de faire le tour, parce que j'ai été assez, je n'aurais pas ébranlé, mais j'ai pris du recul, là. Ça n'a pas été facile. Donc, l'ajusteur de pensée est un outil, un portail de création. Puis actuellement, la façon de m'en servir, c'est à mon travail pour trouver des solutions, recevoir des informations quand je pose des questions, je reçois l'information, les idées rentrent. Je fais des mises en scène, je me fais des scénarios, parce que moi j'enseigne beaucoup, j'ai enseigné beaucoup dans ma vie et j'enseigne encore aujourd'hui. Et avant d'enseigner, avant même de faire ces vidéos-là, je fais souvent des setups, je fais une réflexion, je fais un cheminement dans mon esprit et je me sers de ça. Je me sers de ce multifacette-là que j'appelais, pour moi, c'était comme l'échafaud ou le construire, un peu comme l'avenir, construire ou de structurer une idée, de l'observer. Puis souvent, j'obtiens des réponses en faisant ces mises en scène-là. Je m'imagine faire
une action, je raconte, c'est comme si je me raconterais, je m'instruirais moi-même. Et des fois, j'ai des réponses par ma propre initiative de faire vraiment une pré-projection. Et avec le recul sur l'ajusteur de pensée, c'est devenu comme la vision d'un outil de création. Mais ça a été aussi la vision de la sortie de la matrice. Parce que pour que ta conscience émerge ou sorte de la matrice d'une certaine façon, ça crée un détachement de tout ton corps mémoire, de tout ton mental. Tu passes par là. Tu passes par ce lieu-là. C'est dans l'esprit, dans ta préparation, à la base de ce prisme-là, se crée la sortie matricielle. Parce qu'il y a, je l'ai dit dans l'autre vidéo, une vidéo précédente, je pense que c'est la partie 3, une personne qui faisait des vidéos qui parle de conscience hors matrice. Son site, c'est Conscience hors matrice. Et sa perception est différente, mais elle passe quand même par ce qui est appelé l'ajusteur de pensée. Par ce portail-là. C'est pour ça que, pour moi, l'ajusteur de pensée est d'abord un outil interne, avant même qu'on pense qu'il est externe. Parce que l'ajusteur de pensée est influençable. Un portail, c'est un portail. Une porte, c'est une porte. Fait que peu importe qui peut la franchir, à partir du moment que tu es conscient qu'il t'appartient, de toute façon, quand tu apprends à te débarrasser des entités ou à gérer ton mental, ton esprit et aux idées qui arrivent, et de gérer l'idée ou de gérer ta conscience, tu crées déjà une barrière à ton portail, à ton ajusteur de pensée. Tu viens prendre contrôle de ton ajusteur de pensée et tu n'es plus soumis à tout ce qui est extérieur. Et à partir du moment que tu atteins un certain niveau de contrôle, tu as l'impression d'être hors matrice. Tu as l'impression d'en être sorti. Ce qui est un peu le cas. Parce que ce qu'on parle de matrice, ou plutôt de la matrice artificielle, c'est un contrôle ou une perturbation sur notre individu, sur nos individus. Alors on a autour de cet ajusteur de pensée-là, de ce portail-là, la fractale énergétique de tout ce qui existe dans l'univers qui peut interagir, autant dans les lumières que dans l'ombre. Les fractales, quand j'appelle les fractales gnostiques, les fractales lumineuses puis les fractales de l'ombre, qui sont un arc-en-ciel de lumière, un arc-en-ciel d'ombre. Et lorsqu'on est sous oppression, on est inconscient. On est pratiquement inconscient même de l'ajusteur de pensée. On n'est même pas conscient qu'il existe. On pense que notre pensée nous appartient et que ça vient de nous totalement. Alors, quand tu prends conscience de l'ajusteur de pensée, puis qu'il y a des influences, c'est une chose, mais il faut aller plus loin que ça dans la compréhension que l'ajusteur de pensée est en réalité
à nous. Notre siège de conscience nous appartient. Et il est un outil de création. Aujourd'hui, j'ai vu la vidéo de Mathieu Monade, que je tiens à remercier aussi, ainsi que Iso Sinclair et Guillaume Kézac, pour, d'une certaine façon, certains encouragements et certains conseils qu'ils apportent à travers leurs vidéos. Et aussi à El Natar, que je n'ai pas parlé jusqu'à présent, mais je tiens à remercier El Natar. Alors, l'ajusteur de pensée est un outil de création du créateur. Et on va parler d'Enki. Parce que Mathieu Monade a fait une vidéo sur Enki récemment. Et il se pose beaucoup la question, qu'est-ce que Enki a fait au niveau de l'ADN, au niveau du code génétique? Et j'aurais pu interagir. C'est ce que je vais faire. Je vais aller écrire de toute façon. Mais je tenais à en parler directement parce qu'il y a trop à dire. Il y a beaucoup à dire. Parce que ce qui s'en vient là, je vais en parler encore aussi d'Enki. Donc, je pense qu'on va y aller directement là-dessus. Là. Qu'est-ce que Enki a fait pour moi? Premièrement, il a été un guide très, très subtil. Très, très subtil par la bande, très longtemps. Je dirais qu'il a voulu rester tellement discret, presque effacé, à ne pas vouloir être retrouvé. Vraiment à ne pas s'impliquer directement le moins du monde. Parce que il y a une implication à agir sur le monde. Les gens devraient se débrouiller seuls. Que la vie suive son cours. Mais la réalité, c'est que nous sommes entravés et déjà entravés, modifiés et qui vient corrompre notre ligne de vie. Vraiment. Et que ce soit pour nuire, que ce soit pour aider, il y a interaction. Et ça l'influence directement sur la fréquence de l'être. Donc, Enki ne veut pas influencer son être ou l'impacter au minimum. Parce que si il a pris du recul récemment, pas récemment, depuis un certain temps, c'est à cause de ces implications-là qui l'ont alourdi son être parce qu'il n'y avait pas à le faire. Il y avait possibilité de le faire, mais pas de n'importe quelle façon. C'est comme la guerre qui a été. À partir du moment que j'ai découvert qu'il y avait des sacrifices, des sacrifiés, j'ai rencontré aussi à un moment donné qu'il y a une entité qui m'a dit penses-tu qui te dit tout? Il s'est avancé à dire qu'il m'avait lui-même sacrifié. Et j'ai trouvé ça particulier et pour moi c'était plus ou moins important, mais ça a fini par sortir parce que j'ai compris à un moment donné que il ne pouvait pas me demander son pardon
j'avais à comprendre qu'il m'avait sacrifié. Mais de quelle façon? L'avènement qui a eu lieu a amené des conflits qui ont impacté directement les personnes impliquées. Et c'est ce qui a amené Enki à baisser en vibration. Quand je m'adresse à Enki, ce n'est pas à Shiva. Même si on parle de la même lumière, même si on parle du même être originel, la trace Enki et la trace de vie de Shiva est distincte. Enki c'est Enki, Shiva c'est Shiva. Et Shiva a été tellement plus loin ou différent il a été en Shiva ce qu'il aurait peut-être dû être en Enki. C'est comme s'il se serait rattrapé d'une certaine façon. Et il a pris vraiment une distance. Donc la signature Enki et la signature Shiva sont distinctes. C'est pareil pour toutes nous autres. Puis quand on dit qu'Enki est en nous tous, c'est que le Créateur s'est servi de ce qu'il avait sous la main. Donc, il y a une partie de son ADN qui a été utilisée. Il y a une partie de son être qui a été appliquée. Comme les 12, j'ai déjà parlé des 12 dans mes vidéos précédentes. Donc, les êtres créateurs qui étaient en présence se sont tous investis totalement. C'est particulier, mais quand on dit qu'on est beaucoup de choses, c'est vraiment le cas. Puis quand on parle des 12, ils sont tous. C'est sûr que si tu t'adresses au reptilien en toi, tu vas le retrouver parce qu'il est là. Parce qu'il a fait partie de notre correction d'une certaine façon. Ou influence. Donc, Enki, quand j'ai commencé à retirer mes implants, il m'a aidé à me montrer, à me protéger d'une certaine façon, à prendre des distances, à créer des sphères de scellement, de créer un peu les sauts aussi pas directement les sauts, c'était pas lui les sauts, je pense, c'était une autre entité, peut-être, je dirais, mon ange gardien ou mon être éthérique. Parce que j'ai déjà dit dans mes autres vidéos que j'avais la capacité, j'avais la connaissance. J'ai comme cette connaissance-là en moi déjà. Il faut juste qu'elle se réveille. Il faut juste que je la... C'est comme faire du bicycle, tu sais. Mais ça vient, mais là aujourd'hui, avant ça, le bicycle n'était pas fait pareil. Fait que là, on apprend à connaître des outils sans savoir qu'ils existent.
Alors, Enki m'a enseigné, à un certain moment donné, que j'avais une place autour du soleil. J'avais comme un lieu de guérison où ce que je fais monter des entités, ou même moi je me présente là pour être au rayonnement de la lumière du solaire. Et c'est comme si le soleil se nourrit de cette obscurité-là, ou de cette fréquence basse-là, sans que ça soit une nécessité pour elle. C'est pas une nécessité. Il y en a juste la capacité. Il n'y en aurait pas, c'est pas grave. Il en crèverait pas, là. Lui, c'est comme il a la capacité de le faire, ça se fait naturellement. Donc, j'ai appris que j'avais une place au soleil spécifique. Et j'ai découvert un deuxième soleil. Un deuxième soleil plus clair, plus blanc. Un soleil, il fait même partie, si on peut dire, de la compréhension des entités de Arua Mazda. C'est... Comment ça s'appelle, là? Ah oui, je viens de le trouver. La sérénité. Le deuxième soleil est comme un soleil de sérénité. C'est comme un lieu où ce que tu vas te reposer. T'es dans la sérénité. C'est apaisant. C'est comme réconfortant. C'est comme si tu serais assis dans un salon et que tu relaxes, tu te détends. C'est vraiment la sérénité, le sentiment dans la présence de ce deuxième soleil. Dans l'alchimie ou dans la vie, à différents niveaux, on parle souvent de deux soleils. Et j'essayais d'analyser à un moment donné les énergies en présence. Puis je sens qu'il y a comme une deuxième énergie invisible qui est là, qui donne l'effet d'un soleil, mais qui est invisible. Et on l'observe à travers les plantes, facilement. Parce qu'il y a une énergie qui habite les plantes qui est phénoménale. Il y a quelqu'un qui me disait, il n'y a pas si longtemps, regarder germer un grain de blé était admirable. Puis il s'agissait de le faire, de l'observer pour le savoir. Et ce qu'il y a de particulier quand tu vois pousser ou germer un grain de blé, c'est la puissance. La puissance qui est dégagée de cette petite graine-là. C'est fou, là. Tu mets la graine sur la terre, elle va s'enraciner, elle va se soulever, elle va comme... Puis les racines sont rigides, sont raides, puis pénètrent, puis... Puis si tu les places légèrement un petit peu en dessous de la terre se soulève. Puis tellement qu'elle pousse, puis si tu la plantes relativement en profondeur, c'est vraiment une puissance là, visuelle là, vraiment impressionnante. Puis tu te demandes d'où c'est que ça te sort, d'où c'est que ça sort cette force-là. Et on observe aussi dans les végétaux
que la nuit se pose beaucoup plus que le jour. Il y a un plus grand développement la nuit, comme si la nuit, les plantes ne sont pas perturbées ou agressées par le soleil. Parce que le soleil, il y a une partie de vitalité, mais en même temps une partie d'agression. Dans le jour, la plante réagit avec la couleur verte et avec sa vitalité solaire de jour. Et la nuit, la vitalité est sous une autre énergie. Puis dans notre corps, c'est la même chose. On a ces deux énergies-là qui influent. Et le lien de cette énergie-là, c'est l'eau. Principalement l'eau parce que il est présent dans toutes les situations de ces deux énergies-là. C'est comme si l'eau ferait le pont. L'eau est un pont. C'est comme si on parlait un peu du Styx, du fleuve, le Styx, où vraiment on est à la fois séparé par cette eau-là, puis en même temps, cette eau fait le pont. On rentre aussi dans la compréhension en alchimie de la voie sèche et de la voie humide. Et pour moi, les deux soleils, c'est un plan de guérison qui m'a été présenté par Enki. Et comment je pourrais dire ça? Le feu rentre un peu dans cette compréhension-là aussi, mais pas au même niveau parce que le feu, il est influencé par l'eau, oui, parce que le feu existe en conséquence de l'air. Un feu, selon l'air, selon les comburants, selon ce qui est combustible aussi. Donc, tu as le comburant, tu as le combustible qui crée la structure du feu elle-même. On dit que le feu est semblable anciennement à aujourd'hui, d'un lieu à un autre, mais en réalité, un feu de bois n'est pas un feu de chair. Et selon les aliments ou ce qu'il y a dans l'air, influence la flamme elle-même. Et le comburant lui-même, et le combustible lui-même, les deux. Donc, ce qui crée le feu, c'est le comburant et le combustible. Et le feu, ce qu'il fait, c'est qu'il fractionne les deux énergies. On parle des deux soleils. Et on a une émission de radiation. C'est comme si on assisterait à un retour d'énergie. Comme si les plantes, les végétaux, avec leur structure interne, qui créent une énergie ou qui ont l'énergie solaire, qui est comme accumulée. C'est comme si l'énergie solaire serait accumulée dans une structure. Et soudainement, quand le feu arrive, le feu resépare l'accumulation d'énergie. Et ce qu'on reçoit du feu, c'est toute l'énergie qui a été accumulée par le soleil et l'autre partie. Donc, quand on allume un feu, on a un feu de retour d'énergie solaire et de retour de l'énergie du deuxième soleil. Et lorsqu'on allume un feu, on allume en réalité deux feux. On actionne deux réactions. Puis ça, c'est un processus que j'ai cherché longtemps à comprendre. Puis que je suis toujours en développement dans ça. Bon. Alors, on a vu l'ajusteur de pensée, les deux soleils.
avec Enki aussi, les 12, au niveau de la création. Il y a beaucoup de choses personnelles que je ne dis pas parce que ça me concerne simplement moi. Ce que je peux dire public, je le fais public. Et je vais aussi rentrer dans ce sens-là avec les noms. Pourquoi pas dire un nom, puis en dire un autre? Il y a des noms qu'on ne peut pas dire, puis il y a des noms qu'on peut dire. On comprend que lorsqu'on nomme une entité, à partir du moment qu'on l'a nommée puis qu'elle fait partie d'une conscience motrice, elle ne passe pas en réalité totalement. Il y a une partie d'elle qui reste avec nous. Donc, à partir du moment qu'un nom reste dans plusieurs têtes, elle est vivante. Puis elle se rattache à nous. Parce qu'elle est dans notre conscience. Puis il y a des entités qui n'ont pas affaire à être rattachées. Quand on est passeur, on ne souhaite pas retenir les entités. On souhaite à ce que l'énergie circule et qu'il retourne à la source. Surtout celles qui n'ont pas de corps. Et il y a des entités que je ne conseillerais pas du tout, là, qui sont vraiment néfastes pour la société. Et il y a des entités qu'on connaît leur nom par les religions et par d'autres croyances qui sont vraiment publiques. On va parler d'Abraxas. On va parler de Aroa Mazda. Et c'est une expérience que vous pourriez peut-être faire. Appelez Aroa Mazda ou appelez Abraxas. Une entité est comme un parfum. C'est un ressenti, mais c'est un parfum. C'est comme vraiment l'effet d'un parfum. C'est pas une autre, c'est pas à peu près ça. C'est ça. À partir du moment qu'une entité arrive à toi, même si ça fait 15 ans, 20 ans, tu la reconnais instantanément. Tu sais exactement à qui tu as affaire parce que son nom te revient, sa pensée revient, tout revient en mémoire comme ça. C'est vraiment comme un parfum. Et vous seriez peut-être surpris de voir l'effet que ça fait quand tu vas rentrer en contact avec Aroa Mazda. Après ça, tu invoques Abraxas. Puis peut-être même retrouver le même parfum. Alors, il y a des noms qui font partie de la mythologie. Puis, ils sont déjà publics. Puis, rendu là, regarde, on se gênera pas pour en parler. Puis, les mettre à jour ou les remettre à jour, tout simplement. Avec peut-être de nouvelles informations qui viennent se rattacher à ça. Fait qu'il y a des noms que je vais me permettre de dire, puis il y a d'autres noms que je ne me permettrai pas de dire. Et je ne veux pas condamner ceux qui le font. Ça leur appartient, c'est leur choix. C'est correct, regarde, ça ne m'appartient pas. Moi, je prêche pour ma paroisse. J'y vais pour moi dans mon sens de vie. Puis
pour les autres, ben s'ils veulent le faire, ils le font. OK. Dans cette même ligne d'idées, on va parler aussi des... je l'ai déjà parlé, c'est que notre vocabulaire même, il y a beaucoup de noms d'entités qui sont au travers de notre vocabulaire. Et même dans nos vulgarités. Des noms vulgaires. Il y a vraiment des noms vulgaires que tu te demandes d'où ils viennent, c'est quoi l'origine, mais il y a beaucoup d'entités en arrière de la vulgarité. C'était déconseillé par l'Église d'avoir certaines vulgarités, mais il y avait des raisons. Puis il y a des raisons d'énergie. Alors, dans les entités publiques, il y a les démonisés et prisonniers. Il y a beaucoup d'entités qui ont été démonisées, puis avec certaines raisons plutôt obscures. Puis récemment, j'ai observé une entité se faire démoniser par un jeu qu'on appelle, je pense c'est Immortal Rising Phoenix, qui est fait par Ubisoft et qui place Typhon comme le grand démon, le grand ennemi, là. Puis c'est un peu particulier d'amener à faire comment est-ce qu'on appelle ça, donc? De la médisance. C'est comme créer de la médisance sur des noms d'entités. Puis c'est pas correct. C'est une raison aussi pourquoi que je donne pas de nom d'entité, parce que n'importe quel zozo pourrait arriver puis décider, je vais faire des sacrifices en son nom. Puis je vais essayer d'avoir son parti pour... mais je conseille à personne de faire ça, là. C'est un emprisonnement, c'est un échec total que vous allez connaître. Puis l'entité que vous allez écorcher vous appréciera pas en tout. Puis en parlant d'appréciation, dans la feuille que je vous ai montrée, puis même actuellement, là, les entités que je vais sortir, leur nom, puis que je vais mettre sur ma feuille, même s'il y en a une quinzaine ou une vingtaine, il va y en avoir 1, 2, 3 qui vont être désagréables, qui vont venir me gosser. Mais le reste collabore. Puis quand que je termine, je les remercie pour leur collaboration. Puis ils savent ce qui se passe. Ils savent ce que je suis en train de faire. Puis ils en savent plus. Ce qui peut-être pourrait m'amener à parler d'une révélation que j'ai eue récemment avec une vision. Donc j'étais allongé dans mon lit, puis je vois que je fais un contrat. Ce contrat est écrit sur un papier, en forme de pied, de semelle. Je vois, je fais une période de chômage avec le COVID, je fais une période de travail, puis avec des temps déterminés, puis c'est écrit sur un papier, sous ma semelle, sous mon pied, comme le contrat d'hypothèque, comme le contrat d'assurance, puis comme ci, puis comme ça, qui font que sous mes pieds est déterminée une projection. Puis cette projection prend
une forme de ligne. Puis soudainement, je vois apparaître le fil de trame. J'ai cherché longtemps à comprendre le tissage du temps. Et je me plaçais dans le fil contraire du sens de trame. Et c'est le cas, parce que avec la recherche que Mathieu Monade a faite sur Stonehenge, j'avais une connaissance sur les pierres, et je me suis rendu compte, puis c'était une observation que j'avais faite, que les pierres traversent le temps, puis sont là longtemps, puis avec assez peu d'altération. Et j'ai observé que les pierres traçaient le fil de trame. Ils faisaient partie du fil de trame comme ils faisaient partie du fil opposé. Et les arbres et les structures qui restent longtemps dans le temps sont à la fois dans le fil de trame que dans le fil transversal. Et avec cette vision-là, je me suis vu comme un fil de trame. Mais là, la longueur est-elle déterminée? Où commence et où finit le fil de trame de mon être? Je sais, d'une certaine conviction, que lorsque l'on va à la naissance, nous avons choisi de mourir. Ça fait comme partie du package deal. Ça fait partie du contrat, d'une certaine façon, inconsciemment. Mais là, je me suis posé la question, est-ce que je projette une ombre? Qu'est-ce qui détermine cette projection-là dans le temps? Et je me suis rendu compte que c'était pas un effet d'ombrage. C'était un effet de lumière. Donc, notre être vient de la lumière. Nous sommes lumière et nous sommes des êtres de lumière dans le temps. Et nous ne sommes pas déterminés par notre ombre, mais par notre lumière. Ce qui me ramenait à l'alchimie avec les fractales de lumière et d'ombre, et de l'allègement de l'être pour le rendre comme transparent en enlevant la part d'ombre de nos êtres pour devenir la pleine lumière que nous devrions être. J'ai fait mention dans les vidéos avant que j'avais fait un dessin prémonitoire. Et ça m'intriguait énormément. Pourquoi que les gens ont des prémonitions dans le temps et en dessin? Qu'est-ce qui fait que c'est possible? Ce qui fait que c'est possible, c'est que quand on est, comme je disais, on choisit que oui, on va vivre, mais oui, on va mourir. Mais il y a quelque chose qui est déjà comme déterminé. Il y a déjà une détermination d'établi, une conviction d'établi. Et si on a la capacité de méditer sur la projection de notre être, c'est comme si quand on est sous forme d'un rouleau de lumière, puis qu'on fait juste se dérouler. Mais c'est un peu comme si on saurait lire le rouleau avant qu'il se déroule.
C'est comme si on serait capable de voir en nous notre capacité de rêve, notre capacité d'influence, notre capacité de notre réalisation. Comme si avant même de naître et de prendre notre place dans la trame, il fallait déjà être déterminé dans un début et une fin. Potentiel. Donc, nous sommes êtres de lumière. Nous sommes déterminés dans la lumière. Et nous avons la limite que nous voulons établir. Quand on comprend on s'est réalisé, peut-être qu'on peut être porté à vouloir passer le flambeau, laisser sa place. Peut-être qu'à un certain moment donné, on se dit ok, on est dépassé, là. C'est plus notre temps. C'est plus notre époque. Peut-être qu'on est prêt à vouloir laisser la place. C'est ce que je croirais, c'est ce que je crois, mais dans notre volonté personnelle et non imposée. OK. Parce que tous les facteurs qui viennent interagir sur notre santé, sur notre vie, sur notre mort, sur ce qu'on va appeler le karma, vont souvent être déterminés par des parts d'ombre établies. Une entité, quand elle arrive récemment à toi pour te parasiter, va prendre un certain temps à s'établir et à être efficace. Plus elle a longtemps, plus elle est efficace. C'est comme si un champignon voudrait prendre sur toi puis te coloniser. Puis plus sa masse est volumineuse et ses enracinements sont profonds et loin, plus qu'il va avoir d'emprise ta personne, ta structure. C'est pratiquement la même chose. C'est comme quand on retire ses implants, c'est comme se déparasiter. Se déparasiter de ce qui nous amène à une certaine déchéance. Et c'est bien entendu que cette déchéance-là, indirecte, si on peut dire, on peut la créer. Je vais vous donner un exemple de ce qui s'est passé la semaine passée pour ma fille. Elle s'est levée un matin, puis ça allait pas si pire. Au déjeuner, elle a cassé une assiette. Elle a, une maladresse. Elle a décidé de beurrer sa toast, puis l'assiette était comme à moitié sur le comptoir. Fait que l'assiette, elle s'est ramassée à terre à péter. Puis dehors, en jouant avec son petit frère un peu plus tard, il y a eu comme un bug, un rush, là, puis elle a décidé de faire un mouvement brusque. On est en train de faire une patinoire à la maison, une petite patinoire, puis son petit frère était assis à la chaise, puis elle a soudainement retiré la chaise d'une façon assez... parce que, bon, il y a eu une conséquence, il y a eu une situation avant.
il y a eu une irritation, il y a eu une réaction. Pour moi, c'est un indice qu'il y a peut-être quelque chose qui influence son énergie. Qu'elle devienne maladroite, qu'elle devienne réactive, négative. Pour moi, c'est frôle le karma, ou c'est la source d'un départ de karma. Parce qu'il y a une conséquence, puis il va y avoir un rebond, puis il va y avoir un retour d'énergie suite à ça. Mon petit gars, là, son petit frère, il s'est fait mal, mais pas mal pour se casser un membre. Là. Ça fait qu'on est quand même assez soulagé de la situation. Mais on observe qu'il y a eu influence. Parce qu'on peut se poser la question, est-ce une entité qui agit ou est-ce le karma d'un simple retour d'une action qu'on a déjà posée avant? Puis, à un moment donné, on devient très observateur. Ce que moi j'appelle aujourd'hui observer les fractales. Observer les fractales d'ombre et de lumière d'une personne. Selon la façon qu'il agit, selon sa façon de vivre, comment qu'il est pour lui-même, en société ou individuel. Et on peut observer qu'il y a des personnes qui sont comme tout le temps badlockées, qui sont tout le temps en train de récupérer leur marde d'une certaine façon, comme c'est vraiment du karma, là. Mais qu'est-ce qui en est la source, là? Oui, ils sont la source. Mais est-ce qu'il y a eu une influence à créer ça? Il faut être capable d'aller voir. Fait que pour nous-mêmes, quand on joue avec ça, on le voit. À un moment donné, on voit quasiment des énergies ou des entités agir à travers les gens. Tu vois des actions, tu vois des façons de penser, tu vois les mots, les gens parlent, puis dans leur langage, tu vois vraiment une structure de société, une structure de ci, une structure de ça. Tu finis par voir un paquet d'affaires que les autres ne voient même pas eux autres mêmes. Tu finis par voir pratiquement au travers de la personne. Fait que t'assistes à des spectacles à la fois d'entité, à la fois de karma. Maintenant, à quel moment qu'on interagit ou à quel moment qu'on intervient dans la vie des gens. La parole, le contact, la proximité, faire une vidéo, actuellement comme là présentement, j'ai certaines connaissances, donc on parle peut-être de lumière ou j'ai entendu récemment qu'on faisait une projection au-dessus de nous, mais on peut la faire autour de nous. Dans le but, comme on disait, comme on dit, de percer la matrice ou de changer la matrice autour de nous, on peut, oui, nous autres, seulement nous, influencer par notre action pour nous, mais quand tu es comme un effet de stimulation ou un effet de réaction, tu peux faire réagir les gens autour de toi pour qu'ils deviennent eux autres mêmes éveillés, ou tu peux les stimuler. Donc, tu brilles. Tu brilles puis tu influences par des mots, par des gestes, par de la bonté, par de l'aide, du bénévolat, ainsi de suite. Tu peux aider la société autour de toi à l'harmonie
par des communautés, de l'entraide, ça finit. Il n'y a pas de limite, là. Mais briller d'abord pour aider. Puis lorsqu'on voit que ça suffit pas, puis qu'à des fois, c'est la vie qui peut être compromise, quand les gens sont comme pris dans un cycle de médication, puis que d'un côté, ils n'ont plus le droit de choisir de leur vie eux-mêmes. On protège la vie à tout prix, en dehors de la volonté de la personne elle-même. Mon grand-père est mort à l'hôpital avec la morphine. Il avait un cancer des os, il avait un cancer généralisé. Et il a été amené à mourir plus rapidement. Il s'est fait tuer à coups de morphine. Puis la journée qu'il devait mourir, c'était un de ses enfants qui devait être là. Il avait été déterminé par le conseil de famille que ça allait être lui qui allait être là. Le médecin a shooté à morphine assez fort pour le tuer. Puis la personne qui devait être là ne pouvait pas être là. J'ai été appelé à être là. J'étais la personne disponible, de proximité. Et les médecins, quand ils se sont rendus compte qu'il partait comme trop vite, l'ont retenu jusqu'à ce que j'arrive. Et j'ai assisté mon grand-père dans ces derniers instants. La médication, le système de santé maintient la vie à tout prix, en dehors de la volonté des gens. Et lorsqu'on peut interagir au niveau des énergies, il y a une prise de conscience à faire importante. Jusqu'à où qu'on va aider les gens. Et on peut faire un exercice. L'exercice est de libérer certaines énergies. Les énergies les plus oppressives, tu les dégages. On les dégage, puis on observe s'il y a des changements. Puis, parce qu'il faut quelque part qu'ils se réveillent d'eux autres mêmes avec les énergies qu'ils ont pour eux autres. Puis d'influencer dans cette ligne-là, c'est vraiment délicat. Jusqu'où qu'une personne peut aller influencer pour les autres. Pour soi, il n'y a pas de limite. Pour ma famille personnelle, mes enfants, ils vivent des choses. Oui, il y a du karma. Peut-être des vies passées. Puis, comme on dit, il faut que ça se vive. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit compris. Il y a une leçon à apprendre. Et cette leçon-là va toujours revenir si elle ne se fait pas dans ce temps-là. Peut-être que l'on subit ce que l'on a nous-mêmes fait subir. Ça, c'est important. C'est extrêmement important.
Alors, quand il y a des personnes que leur vie rentre en ligne de compte, ou qui peuvent amener à attenter à la vie de d'autres, il y a peut-être des petites actions qui peuvent être faites pour... OK, on parle pas de médication, là, on parle de travailler au niveau des énergies. Pour, premièrement, une approche physique, parler à la personne, l'aider, interagir, prendre du recul, voir. Ça suffit pas, peut-être travailler au niveau des énergies, influencer un peu, mais à une certaine limite, jusqu'où qu'on peut agir. C'est très fragile comme ligne. C'est sûr que lorsqu'on observe une personne vraiment être agressante envers les autres et créer vraiment des perturbations, des influences négatives, ça pour moi, c'est directement une réaction. Je rentre en réaction dans ce que les gens font quand ils viennent, qui peuvent influencer la santé et la sécurité des gens autour d'eux autres. Parce qu'il y en a qui le font, qui sont vraiment des plaies, là. Ils agissent mal. Ils vont avoir des comportements déviants. Et souvent, ce qui va se passer, c'est que la personne va tomber comme down. Tu vas agir, tu vas influencer au niveau des énergies. La personne ne se sentira pas forcément bien. Elle va être down et n'aura pas le choix de prendre un recul, un répit. Il y a quelque chose qui se passe en elle qu'elle ne comprend pas. Elle devient comme affaiblie. Il faut qu'elle reprenne une ligne. C'est comme si elle était dans une trajectoire, puis là tu viens de changer le champ possible de trajectoire. Elle était comme destinée à rentrer dans ce mur-là. Là, elle est ambivalente, puis là, il y a comme plus de chemin. Tu viens d'y enlever le chemin en dessous des pieds. Puis là, il faut qu'elle se réoriente. Puis là, il y a une réflexion qui se fait. Elle essaye de comprendre ce qui se passe. Ça peut amener à un éveil, ça peut amener à un état de conscience. Mais c'est sûr que tu influences le chemin dans lequel il était rentré. Puis dans bien des cas, quand on voit des personnes sombrer, on essaye de les sortir de la trajectoire dans laquelle ils ont emprunté. Qu'ils arrêtent de s'enfoncer. Parce qu'ils se font du mal. Ils se font... ils commettent des fautes qui alourdissent leur être éthérique. Puis quand c'est des gens qu'on aime, qui sont autour de nous, forcément, on est impliqué à réagir. Puis c'est bien entendu que quand tu aimes une personne, de façon générale, tu vas tout faire pour être capable de l'aider. Puis s'il y a des énergies négatives qui viennent l'influencer, tu vas essayer de les dégager. Puis c'est normal. Puis en temps normal, ça serait correct.
faut amener les gens à mieux se comporter dans le sens au niveau environnemental, au niveau de la vie, le respect de la vie. La guerre, faire des morts, puis faire des conflits politiques pour du contrôle de la richesse, c'est des fléaux de société. Du contrôle de la connaissance au niveau des populations, de l'influence, des expériences qui sont menées directement avec les populations au niveau planétaire. On dirait qu'on est un laboratoire, on s'amuse avec nous autres. Quand on a la possibilité d'aller directement là, sincèrement, je pense qu'il y a de quoi faire. Fait qu'au niveau de tous les gens qui peuvent retirer des implants ou influencer, on peut aller loin dans nos actions et dans notre esprit et à agir au niveau des énergies. OK. Il y a plusieurs choses que je vais amener aussi. Bon, on a l'ajusteur de pensée, c'est fait, l'exemple d'enchaînement de suite. Ouais. Ouais. Observer l'extase mystique. Autour de nous autres, on voit des mauvaises choses, mais on voit aussi des choses extraordinaires. Et on peut observer au travers des gens, au travers des vidéos qu'on fait, l'extase mystique. Puis quand les gens sont passionnés, on observe à un certain niveau une extase. Ils ont atteint vraiment je dirais pas un orgasme, là, mais pratiquement. Là. C'est vraiment fébrile, une fébrilité de l'esprit. Tu sais, il y a des gens qui vont physiquement avoir des actions, puis ça va les stimuler, puis ça va donner des frissons. Mais il y a des textes ou des consciences. Tu rentres dans un état de conscience qui est tellement subjugant que les poils t'endressent ses bras, que tu te sens, on pourrait dire quasiment flotter. Il y a vraiment une extase, là, puis une jouissance. En venir les larmes aux yeux. Puis atteindre un sommet et qui va emmener aussi une certaine... comment je pourrais dire ça? Que tu en deviens à aller à la recherche continuelle de cette extase-là. Il y a des gens qui vont être dans la recherche de connaissances pour l'extase. On va aller vers l'extase, puis être toujours dans cette stimulation-là, pratiquement orgasmique de l'esprit. Et c'est pas une mauvaise chose, mais tant que ça rentre pas dans l'obsession. J'ai fait des vidéos sur ce que je pratique. Puis je suis pas mal rendu à jour à vous expliquer au niveau de retirer ces implants. Je vais faire des vidéos, puis je vais le séparer sur les arbres, le soin des arbres. Ça va être complètement différent.
parce que j'aime beaucoup l'environnement et autour de moi, j'ai des pratiques au niveau avec les plantes. Puis je veux vous partager ça. Puis au niveau des observations que je fais et des visions, on va y aller à partir de maintenant au jour le jour. Pas au jour le jour. De façon plus périodique, aussitôt qu'il rentre des informations importantes, je vais créer une vidéo. Parce que présentement, toutes les vidéos que j'ai faites, du début jusqu'à la fin, traitent tous du même sujet. Même s'ils ne portent pas le même titre, ils traitent tous du même sujet et sont en ordre chronologique. Alors, je vais faire une prochaine vidéo sur le reptilien en nous. Puis c'est important parce que ça a été vraiment une expérience importante pour moi. Puis très enrichissante. Alors pour cette vidéo, je vous remercie de m'avoir écouté. Mais si les gens se sont rendus à la 4e, puis à la 5e, c'est parce que c'était des personnes intéressées. Puis c'est seulement pour ces personnes-là que je continue. Je n'ai pas intention d'aller vers un grand public. J'observe les gens autour de moi, soit par leurs vidéos ou dans mon quotidien personnel. Et je leur demande de voir ce que je fais. Soit parce qu'on se ressemble, qu'on se rattache, on interagit. Il y a une interaction qui s'est créée. Et j'en suis très heureux. Et si ma façon de voir les choses peuvent aider ou ouvrir des portes à d'autres, puis avec leur technique, pouvoir en entrouvrir une autre porte, mon but serait atteint. Le but, c'est d'aller aux bonnes personnes pour qu'ils fassent les bonnes actions. Alors, je vous remercie. Et on est le 24 janvier 2021. Merci.